c'est Emmanuel Bompard qui est avec nous, coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Bonjour, monsieur Bompard. Bonjour. Bonjour Monsieur Bompard, 7 ans requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen. C'est la vérité judiciaire ou c'est une vengeance politique? Pour l'instant, c'est la réquisition du procureur. Donc, on verra quelle est la décision que prendra la justice. Après, je crois que ces affaires font beaucoup de mal en vérité à la politique. Et donc, au bout d'un moment, c'est légitime aussi que la justice, elle passe dessus et qu'elle vienne dire ça, c'est pas possible. Parce que au bout d'un moment, après, faut pas s'étonner que les gens se disent, de toute façon, les politiques sont tous pourris. Si à la fin, on a l'impression que jamais la justice ne vient prendre des décisions qui sont des décisions à la hauteur des faits qui sont reprochés à M. Sarkozy, en l'occurrence. Mais par exemple, lundi, il y a le jugement dans l'affaire qui concerne Marine Le Pen. Si Marine Le Pen était empêchée de se présenter à la prochaine présidentielle, ça sera un problème pour vous? D'abord, je vais dire qu'il y aura un jugement et qu'il y a deux choses dans le jugement. Il y a le fait de savoir si elle est reconnue coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a une question plus technique et la question qu'on appelle de l'exécution provisoire, c'est de savoir si, en gros, la peine doit commencer à s'appliquer avant que les procédures d'appel soient expirées. Pour ma part, évidemment, c'est pas à moi de me prononcer sur est-ce qu'elle doit être condamnée ou pas, c'est à la justice de le faire. Après, à titre personnel, d'un point de vue démocratique, je trouve qu'on devrait plutôt considérer qu'une peine ne peut commencer à voir le jour qu'à partir du moment où l'ensemble des recours suspensifs, les appels, etc., soient expirés. Donc, sur la question précise de l'exécution provisoire, je pense que ça pourrait être un problème. Sur la question de la condamnation, pardon, si elle a commis des actes qui sont contraires à la loi, c'est normal qu'elle soit condamnée. Sur la question politique, on empêcherait celle qui reste dans les sondages, la favorite de la présidentielle, de concourir? Je comprends, mais évidemment que moi je préfère battre le Rassemblement national par les urnes, sincèrement. Maintenant, si elle a commis des actes qui sont manifestement contraires à la loi, je pense que personne dans le pays ne comprendrait que ça ne se traduise pas. Je comprends pas, je t'entends, mais je comprends pas en fait. Pourquoi? En fait, Ça se tutoie, là. On peut, c'est pas grave, camarade, c'est la gauche. À gauche, on Allez-y, allez-y. Moi je suis la vraie gauche. Vas-y. Non, mais moi je comprends pas un truc là. En fait, c'est pas le RN qui est condamné, c'est Marine Le Pen. Le RN, ils en ont plein derrière. Il y a sa nièce qui est revenue, peut-être pas pour rien, il y a Bardella. Donc moi je comprends pas pourquoi aujourd'hui on est en train de faire un truc là-dessus. Mais moi je fais rien. On est en train de dire qu'on est en train de vouloir buter le RN. Non, le RN il est condamné, mais c'est surtout elle qui sera condamnée. Puis il y en aura d'autres derrière. Ils ont des candidats, ils sont un parti. C'est vrai. Ils sont à 45% aujourd'hui. Non, mais moi j'ai pas de problème avec ça. Je dis juste une chose, c'est que moi je suis responsable politique. Donc la bataille que je mène face à l'extrême droite, je la mène politiquement. Après, si Madame Le Pen, elle a violé la loi, si elle a eu des pratiques qui sont des pratiques contraires à la loi, je pense que personne dans le pays ne comprendrait que parce qu'elle est responsable politique, elle ne puisse pas être condamnée. Voilà, donc j'ai pas de problème avec ça. Évidemment, je suis juste prudent sur un aspect, et ça concerne pas que les politiques, ça concerne tout le monde, c'est que je considère qu'une peine judiciaire, elle ne doit s'appliquer qu'à partir du moment où les recours ont été expirés. Donc si vous arriviez au pouvoir, vous pourriez revenir sur cette idée d'exécution, exécution. Je pense que c'est un sujet. Ouais, je pense que c'est un sujet qui doit se discuter honnêtement. Zora Habitant. C'est bien que vous soyez là parce que du coup ça me permet de vous poser quelques questions. Avec plaisir, madame. Il est là pour ça. Alors moi je fais partie des gens qui pensent que sur pas mal de questions sociales j'aurais pu vous suivre et comprendre un certain nombre de vos positions parce que je suis quelqu'un de gauche et j'ai été au PS pendant 20 ans. Et la question que je voulais vous poser, c'est que en fait, est-ce que vous feriez pas fausse route en entretenant la confusion entre le combat contre l'islamisme, c'est-à-dire l'islamisme, l'islam politique, dont certains pays musulmans ne veulent même pas, cet islamisme qui a fait 200 000 morts en Algérie, cet intégrisme et obscurantisme qui bafoue la foi de croyants sincères et qui ont droit de vivre dans une société de protection, de laïcité et de droits de l'homme, et pour qui la foi n'est pas du tout à remettre en cause. Est-ce que lorsque l'on combat l'islamisme, vous nous taxez, enfin pas vous personnellement, en tout cas la France insoumise pense qu'on serait des racistes, islamophobes et fachos, alors que ce que l'on veut, c'est que les musulmans puissent vivre tranquillement, qu'ils ne souffrent pas des excès de certains. Donc, est-ce que vous n'avez pas intérêt à clarifier votre position là-dessus? Moi, je suis de culture musulmane. Autour de moi vivent des musulmans, vivent même de la famille musulmane, auquel je tiens et dont la foi est sincère. Elle n'a pas du tout l'intention de violer la République et ses règles. Donc, il faut les protéger. Et il faut les protéger de l'islamisme intégriste. Donc, il faut être avec nous. Ça, c'est la première question. Attends, mais réponse à la première, puis t'enchaîneras avec la deuxième. Mais madame, pardon, Bompard. le programme de la France Insoumise, c'est un programme qui défend la laïcité. La France Insoumise, son projet politique, c'est un projet qui considère que, évidemment, la politique et la religion n'ont rien à faire l'une avec l'autre.
Donc je ne vois pas pourquoi vous pouvez dire ça en vérité. La seule chose, ce que vous me reprochez, c'est de prendre la parole à plusieurs reprises pour dire que quand les musulmans sont ciblés en raison de leur religion, alors je dis ce n'est pas normal et il faut les défendre. C'est la seule chose que je vous dis, madame. Donc pardonnez-moi, mais vous me faites un procès d'intention qui s'appuie sur rien. Moi, s'il y a des gens qui ont une pratique religieuse, quelle qu'elle soit, ça peut être des gens de religion musulmane, ça peut être des gens d'autres religions, et que cette pratique religieuse, elle conduit à violer la loi, eh bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est simple. Si, je vous réponds très simplement. Vous ne répondez pas à la question de l'entrisme islamiste qui fait partie de notre société et qui est une réalité et qu'on ne peut pas nier, et que c'est précisément cet islamisme politique... Mais prenez un exemple, parce que sinon, en fait, vous parlez avec des généralités. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction du voile dans les compétitions sportives? Évidemment non. Mais enfin, pardon, très bien, vous prenez une très bonne question par rapport à ce que dit madame. En quoi une personne, une jeune femme en l'occurrence, qui décide de porter le voile, en quoi, madame, ce serait de l'entrisme islamiste? Non, enfin, pardonnez-moi, moi je connais des jeunes femmes, ou des femmes moins jeunes d'ailleurs, qui ont une pratique sportive aujourd'hui, qui vont aller faire de la boxe, qui vont aller faire de la course à pied, qui vont aller faire du football. En quoi ça vous dérange que ces personnes-là, elles ont un foulard sur la tête au moment où elles sont sur le ring de boxe? D'abord, il n'y a pas d'animosité de ma part. Mais je ne le prends pas comme de l'animosité, madame. Je vous réponds franchement, c'est tout. Je vais vous répondre. Sur le sport, c'est un terrain neutre et on y est pour une passion. D'accord? Soumettre sa foi au regard des autres, c'est soumettre un débat subjectif, parce que chacun est croyant ou pas et que ça peut porter à débat. Et pour qu'il y ait une neutralité et que seul le sport nous rassemble, il est préférable que chacun laisse ses signes distinctifs là où ils sont, qu'ils soient politiques, idéologiques, religieux, sectaires ou ce qu'on veut. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que il faut tout faire pour protéger les gens à ce que leur foi ne soit pas soumise à chaque fois à des tensions. Et donc vous voulez les empêcher à certaines personnes de pratiquer leur foi sur un terrain de sport? Mais attendez, c'est pas ça la laïcité. Enfin, excusez-moi, c'est vous qui comprenez pas, madame. Pardon, je vous le dis sans animosité. On a interdit le voile à l'école. Non, mais très bien. Mais oui, alors pourquoi on l'interdit à l'école? Précisément, il faut lire un peu les déclarations qui ont été faites, y compris au moment de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Les choses, elles étaient très précises. Que dit la loi de 1905 sur la laïcité? Elle dit il y a une neutralité et l'État, en quelque sorte, doit être mis à distance des religions. Bon, la première chose, c'est ça. Donc, la déduction de ça, c'est que les agents de la fonction publique, les agents de l'État ne doivent pas avoir de signes religieux distinctifs. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a considéré, en 2004, le législateur a considéré que des enfants à l'école devaient être protégés d'éventuelles influences religieuses et que donc, même à l'école, on faisait une extension, en quelque sorte, ça ne s'appliquait pas qu'aux agents, mais ça s'appliquait aussi aux élèves. Point. C'est la seule chose qu'on a fait. En quoi maintenant on va venir? Parce que, pardonnez-moi, mais si j'applique votre logique, madame, il faut interdire les signes religieux dans l'espace public et donc il faut empêcher de pratiquer sa religion. Pardon, mais la laïcité, ça garantit la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas n'importe quel signe religieux, madame. Pourquoi c'est pas n'importe quel signe religieux? C'est quand même, pour beaucoup, un objet de soumission de la femme qui doit se protéger du regard de l'homme. Mais monsieur, vous avez le droit d'avoir... C'est quand même ça, le voile. Vous avez le droit d'avoir votre propre appréciation personnelle. C'est pas mon appréciation, c'est l'appréciation, par exemple, des femmes iraniennes qui parfois meurent parce qu'elles veulent simplement enlever le voile. Si vous voulez ramener l'Iran dans le débat, il y a juste une petite différence, monsieur. Vous pouvez pas nous dire que ce qui est un objet d'oppression en Iran est un objet de liberté en France. Ça peut pas. Non mais monsieur, c'est vous qui faites, excusez-moi, l'Iran à l'envers. Vous avez dit les femmes sont libres de se voiler ou pas. Exactement. En Iran, elles ne sont pas libres, monsieur. Donc voilà. Et vous voulez leur imposer de ne pas l'être. Ça ne peut pas être un objet de pression d'un côté, un objet de liberté de l'autre. Je partage l'idée qu'effectivement, il y a énormément de femmes qui sont libres et qui le portent par conviction. Ça, on est d'accord. Et j'en ai autour de moi. Donc ça, on ne peut pas le remettre en cause. C'est pas ça le sujet. C'est quoi le sujet, madame, alors? Vous ne répondez pas à ce que... Alors, moi, je fais partie de la génération des années 60 où nous avons, grandi dans des familles musulmanes où notre foi n'était pas ostentatoire. Et notre foi était restée dans la sphère privée. Il y a, depuis quelques années, une progression de se distinguer par sa foi. Partout, c'est possible. On voit bien, regardez, serrer la main des femmes, ne pas s'asseoir à côté des femmes, empêcher avoir des espaces totalement non mixtes pour protéger sa foi. Il y a une recrudescence de faire valoir ce qui est... On peut parler de laïcité, de son extension et de son évolution au regard d'une religion qui prend de l'espace dans l'espace public. Vous ne pouvez pas le nier qu'il y a un islam politique conquérant qui aujourd'hui prend un espace dans la société et qui n'a rien à voir avec la laïcité. Si on veut appliquer la laïcité est née en 1905, elle est née lorsque l'islam n'existait pas et donc on ne peut pas appliquer à 100%. Vous
vous ne répondez pas. Vous ne alors. répondez pas à la question de l'entrisme. Mais si j'y réponds, madame, c'est vous qui n'y l'entrisme répondez pas parce que vous faites un... Pardon, pas vous, peut-être personnellement, je vais vous faire comme vous. Mais de manière générale, dans le débat public, un climat qui consiste à dire qu'aujourd'hui, toute personne de confession musulmane, en quelque sorte, c'est un islamiste en puissance. Et c'est quelque chose qui est insupportable. Personne n'a dit ça. C'est quelque chose qui est Personne n'a dit ça insupportable. autour de cette Enfin, table. écoutez, monsieur, pardon, ça Non, fait depuis... Personne n'a dit ça Enfin, autour de cette pardon, table. excusez-moi, mais non. à longueur d'antenne, et pas que chez vous, sur tous les plateaux de télé, on passe notre temps à aller cibler ici les personnes de confession musulmane. Et ben moi, j'ai envie de vous dire, mais foutez-leur la paix aux personnes de confession musulmane. S'il y a des gens qui violent la loi, alors ils doivent être condamnés parce qu'ils violent la loi. Point à la ligne. C'est pas à vous de définir ce qu'est un bon musulman, un mauvais musulman, un bon catholique ou un mauvais Monsieur catholique. Bompard, moi je suis né en France en 1964. Quand la société évolue, il est normal que les gens s'interrogent. Surtout quand dans ce pays, nous avons tout fait pour que le religieux reste où il était. Lorsqu'on le voit réémerger de façon aussi importante dans la société, il est naturel et sain et normal que les gens s'interrogent sur une religion qui est conquérante et qui a une visibilité totalement contraire. Allez, on va avancer. On va pas faire un dialogue, mais je vous dis juste une chose. Si ça va aller très vite. Si votre objectif, madame, c'est l'émancipation de tout le monde, y compris l'émancipation des femmes, sincèrement, je crois vraiment pas que ça soit une bonne idée de les empêcher de faire du sport. Alors, une chose sur l'Autriche en ce moment qui veut empêcher le regroupement familial. J'ai vu, oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, je trouve ça... Enfin, imaginez, j'ai entendu l'émission avant, vous aviez un auditeur qui répondait, mais imaginez que... Il y a des gens qui s'aiment, en fait, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. C'est quand même normal. En fait, c'est un principe assez élémentaire des droits humains de pouvoir vivre en famille. D'ailleurs, c'est garanti par un certain nombre de conventions internationales. Maintenant, vous voulez me parler de l'Autriche. Il y a 20% d'immigrés dans la population autrichienne, d'accord? Il y en a 12% en France. Donc, si vous voulez faire des comparaisons, faisons-les jusqu'au bout. Donc, cette manière... Donc 20%, c'est trop, alors? Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est trop. Je suis en train de vous dire que vous comparez des pays sans regarder le pourcentage d'immigrés, le pourcentage d'étrangers qu'il y a dans la population. Parler aujourd'hui en France donc de en France, submersion migratoire. Mais je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que cette manière d'être en permanence obsédé par la question de l'immigration, par la question de l'islam. Donc on peut parler de rien, parce que sinon on est traité d'obsédé. Mais je n'ai pas dit que vous en parlez, mais vous parlez que de ça. Mais pardon, l'immigration, dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est un sujet qui revient quand même chez les Français. C'est faux. Les Français disent à peu près, et même les Français de gauche disent, il faut réguler l'immigration. Dans tous les sondages, puisque vous avez l'habitude de citer des sondages, par exemple, il y avait un sondage cette semaine sur les priorités des Français. Premier point, la santé, d'accord? Deuxième point, le pouvoir d'achat et l'emploi. L'immigration arrive en 9e ou en 10e point. Et ben le jour où vous passerez autant de temps à parler de la santé ou à parler du pouvoir d'achat qu'à parler de l'immigration, alors vous pourrez me dire, c'est vous qui êtes obsédé. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Regardez, ça fait 15 minutes qu'on a commencé l'émission, on n'a parlé que des sujets. À quel moment on parle du pouvoir d'achat? À quel moment on parle de la santé? Vous êtes obsédé par le conflit israélo-palestinien, parce que quand je regarde le tweet de vos amis, de certains de vos amis insoumis, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça dans l'actualité. Pas vous, 150 000 personnes civiles innocentes qui meurent, des dizaines de milliers d'enfants qui meurent, ça vous obsède pas, vous? Bah ouais, moi ça m'obsède, mais ça m'obsède aussi au Congo, monsieur, ça m'obsède aussi en Ukraine. Vous en parlez moins du Congo. C'est pas vrai, monsieur, la seule formation politique qui a pris la parole sur le Congo, c'est nous. C'est juste que vous nous entendez pas, vous nous écoutez pas sur le sujet. Alors, Manuel Bompard reste avec nous dans les GG, dans les grandes gueules, coordinateur de la France Insoumise, député France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Question dans un instant d'Antoine Diers, de Bruno Poncet. On savait que Manuel Bompard dans les GG, ça allait avec Zora Habitant et Bruno Poncet. Antoine, question. Oui, monsieur Bompard, moi je vais pas rebondir sur les sujets d'actualité, je vais prendre un petit peu de champ. J'adore la politique, vous le savez, je regarde la politique depuis que j'ai 15-16 ans. Et dans notre époque politique, il y a un homme parmi d'autres qui a marqué son époque, c'est Jean-Luc Mélenchon. Indéniablement cultivé, le camarade Jean-Luc, sans avoir jamais vraiment été au pouvoir, tel Jaurès, tel Jean-Marie Le Pen aussi, qui n'ont jamais été au pouvoir, mais qui ont marqué leur époque. Et sur le parallèle avec Jean-Marie Le Pen, je pense qu'il est très vrai, au point que Libération, il y a 2 jours, titré « Comment Jean-Luc Mélenchon s'est Jean-Marie Le Penisé ». Et effectivement, quand on regarde le parcours des 2 bonhommes, quand on regarde la stratégie de conflit permanent, d'opposition, de brutalité, eh bien, on a vraiment le sentiment que Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Marie Le Penisé. Et à la différence de votre parti frère ennemi, le RN, vous n'êtes pas parvenu à tuer le père.
vous n'êtes pas parvenu encore à sortir de l'héritage Mélenchon. Et la gauche est en train de se briser avec cette brutalité de Jean-Luc Mélenchon. Et donc aujourd'hui, moi, je vous pose une question. Jean-Luc Mélenchon est-il toujours un atout pour la gauche ou est-il devenu le boulet que Jean-Marie Le Pen était par le passé pour le Rassemblement national? C'est l'ancien directeur de campagne de M. Zemmour qui est en train de me faire cette comparaison, c'est ça? Je vous ai expliqué que moi je regardais la politique et je vois pas le lien avec Zemmour. Là, mais si vous voulez répondre ça, c'est facile. Non, mais je vais vous répondre sur le fond, mais il y a peut-être juste quelque chose que vous avez oublié dans votre question, c'est que Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ou le Rassemblement national portent des projets politiques qui sont juste exactement à l'opposé l'un de l'autre. J'ai pas dit le contraire. Non, je vous ai dit, je vous ai parlé de méthode politique. Donc cette manière d'essayer, si vous voulez, d'amalgamer l'un et l'autre, elle est particulièrement... C'est Libération. Et Libération, ils sont pas tout à fait proches de moi. Et c'est aussi infamant dans votre bouche que dans celle de Libération. C'est infamant chez Libération. C'est aussi infamant dans votre bouche que dans celle de Libération. Il y a un petit souci à gauche. On va parler. Maintenant, si vous voulez, on va parler du fond. Totalement. C'est ça qui est important. C'est ma question. Important. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il a quitté le Parti socialiste. Il était à peu près tout seul. Et à la première élection présidentielle, il a fait 11%. Après, on a dit, ouais, Jean-Luc Mélenchon, il est trop clivant, c'est fini. À l'élection présidentielle d'après, il a fait 19%. Après, on a dit, Jean-Luc Mélenchon, il est trop brutal, c'est fini. Et à l'élection présidentielle d'après, il a fait 22%. Donc, pardon, mais en vérité, Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui l'homme politique qui a permis à la gauche de reprendre des couleurs. Donc, si vous attendez de moi que j'ai quelques propos négatif vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, alors que heureusement qu'il a été là, parce que s'il n'avait pas été là, peut-être que la gauche elle aurait disparu, comme ça a été le cas dans d'autres pays, par exemple en Italie. Alors vous n'avez pas tombé sur le bon client pour faire ça. Il n'y a pas un droit d'inventaire sur Jean-Luc Mélenchon. À gauche, on se dit pas, ou chez LFI, on se dit pas. Punaise, peut-être qu'il nous rend plus service. Mais pardon, mais ça c'est parce que c'est un peu votre espoir à vous. Mais en fait, c'est pas mon espoir. Mais de ce que j'ai l'impression dans votre question, mais c'est pas le mien. Désolé. Moi, au contraire, Jean-Luc Mélenchon qui fracture la gauche, ça me ravit. Mais je pense que dans notre pays, on a besoin d'une gauche française forte, crédible, et qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon empêche la gauche française d'être crédible. Monsieur, Jean-Luc Mélenchon fracture la gauche. Pourquoi vous dites ça? Parce que les socialistes n'en peuvent plus. Non mais d'accord, mais votre nouveau front populaire, ça part en vrille. Pardon, mais la seule fois où il y a eu une alliance à gauche avec des candidatures uniques aux élections législatives dans toutes les circonscriptions, la seule fois depuis 150 ans, c'est pas depuis 3 ans ou 10 ans. Si, depuis 150 ans, même le Front populaire, c'était des candidats de désistement au deuxième tour. La seule fois, c'est à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon pour la constitution de la NUPES et 2 ans plus tard pour la constitution du nouveau Front populaire. Parce qu'il y avait la crainte de l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Maintenant, ce qui fracture aujourd'hui, ça sera plus compliqué. Attendez, ce qui fracture la gauche, à un moment, il faut dire les choses franchement. Ce qui fracture la gauche, aujourd'hui, c'est la décision qu'a pris le Parti socialiste de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou. C'est ça qui a fracturé la gauche. Pourquoi? Parce que quand on a été élu sur un programme qui a comme fonction, comme mission, comme priorité l'augmentation du pouvoir d'achat, le développement des services publics, les investissements dans la transition écologique, et que vous avez un gouvernement qui fait exactement l'inverse de ça, et ben si vous êtes fidèle aux engagements que vous avez pris devant les électrices et les électeurs, vous censurez le gouvernement. Oui. Et quand il y a une partie des gens qui se sont présentés avec nous devant les électrices et les électeurs et qui ensuite ne censurent pas le gouvernement, alors oui, il fracture et il divise la gauche. Il n'y avait pas besoin de stabilité à un moment donné. Il n'y avait pas besoin de stabilité. Franchement, faire passer un budget même s'il n'est pas bon, mais et qu'on puisse avancer. Prenons les arguments qui ont été employés à l'époque. C'est quand même intéressant, 100 jours plus tard, de faire le bilan. On nous a dit il faut un budget parce que sinon la croissance va baisser. La croissance, c'est 0,1% sur le premier trimestre de l'année. C'est plus bas que toutes les prévisions qui ont été faites initialement. On nous a dit, il ne faut pas censurer le gouvernement, il faut un budget, sinon les taux d'intérêt vont s'envoler. Pardon, depuis qu'il y a eu la non-censure, les taux d'intérêt ont augmenté. On nous a dit, le Parti socialiste, grâce à la non-censure, on va pouvoir arracher l'abrogation de la réforme des retraites. Je pense que tout le monde ici sait que... Pas l'abrogation, le conclave... La renégociation. Non, mais ils espéraient, à travers le conclave, obtenir l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, tout le monde a compris que M. Bayrou a mis un terme à ce truc-là. On nous a dit, on va sauver des postes d'enseignants. Pardon, il y a 5000 classes qui vont être supprimées l'année prochaine. On nous a dit, on va investir plus dans la santé. L'hôpital, il est aujourd'hui en train de s'effondrer. D'accord. Pardon, mais moi, j'essaye de parler des sujets sérieux, pas de manière politicienne. Et je pense que le gouvernement de François Bayrou, la politique qu'il met en place aujourd'hui, elle est désastreuse. Il passera le printemps, Bayrou, ou pas là? En tout cas, moi, je souhaite qu'il ne le passe pas. Et nous avons déjà déposé 5 motions de censure pour le faire tomber. Malheureusement, le Parti socialiste d'un côté,
le Rassemblement national de l'autre ne les ont pas votés. Donc je veux dire qu'ils sont complices de cette politique. Parce que le Rassemblement national... Vous votez pas non plus les textes du Rassemblement national. Non, mais d'accord, mais là on avait une opportunité. Non, mais le Rassemblement là, national... vous faites de la politique politicienne juste après avoir dit que vous en faisiez pas. Ils arrêtent pas de dire qu'ils vont appuyer sur le bouton. À quel moment le Rassemblement national a déposé une motion de censure pour censurer François Bayrou? À quel moment? Effectivement. Pas Bayrou. Jamais. Mais quand c'était Barnier, d'accord, mais là on est en train de parler du gouvernement de M. Bayrou. Mais donc, honnêtement, quand les apprentis se font enlever une partie de leur rémunération, quand les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs se retrouvent avec la TVA qui va augmenter, quand le tarif de l'électricité va augmenter de 20% en 2026 à cause des dispositions qui sont dans le budget de M. Bayrou, je considère que tous ceux qui ne l'ont pas censuré ce budget, ils vont être comptables de cette situation. Vos annonces de second tour font la situation d'aujourd'hui. Moi, pour connaître beaucoup de gens à la FI et même de ceux qui sont à côté de toi souvent, moi je sais qu'en fait l'avenir ce qui avait mis en fait un petit peu d'espoir à tous les électeurs de gauche, c'était votre programme, l'Avenir en commun. L'Avenir en commun, c'est un livre que tout le monde l'a reçu parce que vous l'avez mis dans toutes les boîtes aux lettres. C'est un truc à lire. Moi, je pense que c'est un vrai programme de gauche et un programme intéressant qui balayait tous les sujets. Aujourd'hui, moi, je pense, et on est quelques-uns à le penser, que vous avez 2 ans pour à un moment donné réécrire un programme de gauche avec d'autres acteurs de la gauche, mais les vrais, ceux vraiment de gauche. Allez, arrêtez de faire élire Elisabeth Borne au 2e tour, ça nous arrangerait tous, nous, les cheminots, entre autres. C'est pas moi qui l'ai fait élire. Hein. Malheureusement. C'est les électrices et les électeurs. Ouais, mais en fait, c'est le désistement, il fallait pas désister en fait. C'est le Front républicain qui a pas été dans le bon sens sur ce coup-là, et puis même d'autres. Hein. Mais moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui se mettre à table avec ceux de cette gauche, quand Antoine il nous appelle à nous unir, mais de cette gauche qui veut s'unir, et puis peut-être en faisant sortir les Hollande, les Roussel, qui sont des gens des freins à la gauche aujourd'hui, parce que leurs prises de position, elles sont tous sauf de gauche. C'est l'union de la gauche. Mais les communistes, c'est pas tous derrière Roussel. La gauche sans Hollande. Moi, pour vous répondre franchement, effectivement, on verra s'il y a des échéances électorales nationales avant, mais sinon, la prochaine échéance électorale nationale va être 2027. Nous, on est en train de travailler. On a publié en début d'année une première mise à jour de notre programme. Et évidemment qu'on est ouvert à la discussion avec tous ceux qui ont envie de discuter. Mais il n'y aura pas de candidat unique. Vous n'êtes pas ouvert. Il n'y aura pas de candidat unique. Mais attendez, ça dépend à qui. Il n'y aura pas de candidature unique à gauche en 2020. J'ai entendu le Parti Socialiste et François Hollande dire que de toute façon, ils ne voulaient pas faire avec la France Insoumise. Donc j'en prends acte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il y en a d'autres. Et il y en a d'autres qui ont voté la censure avec nous. Et il y en a d'autres qui sont plutôt d'accord sur les orientations programmatiques avec nous. Et moi, je souhaite qu'on puisse avoir une candidature la plus commune possible. Monsieur Bompard, justement, vous avez dans vos tiroirs un certain nombre de sujets sur les questions sociales, sociétales même, sur la santé, sur l'éducation, sur le pouvoir d'achat, etc. Et vous ne pensez pas que finalement vous avez totalement perdu la bataille, sur ce coup-là avec les Français, parce que c'est justement le RN qui a le vent en poupe sur toutes les questions de pouvoir d'achat, etc. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que justement le fondement de vos propositions, que je connais moi aussi, fait qu'il soit complètement enseveli et que les classes populaires, massivement, ont plus confiance aujourd'hui au RN que vous. Comment se fait-il qu'on doit choisir entre le RN et un candidat centriste? Pardon, mais ce n'est pas vrai ce que vous êtes. Mais si, c'est vrai, factuellement, c'est vrai. Non, attendez, madame. D'abord, attendez, je vous réponds franchement. Vous faites vos meilleurs scores quand même dans des villes comme Paris, etc. Il y a très peu d'ouvriers quand même. Non, c'est pas vrai. Quand vous prenez le résultat, par exemple, des dernières élections présidentielles par richesse des communes, dans les communes les plus pauvres, c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. Donc ne dites pas ça. Mais ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. C'est faux. C'est des communes communautarisées. Voilà. Non, mais ça n'a rien à répondre bien à votre nouvelle stratégie politique. Monsieur, c'est vous qui introduisez là dans la discussion une dimension qui est autre chose qu'une dimension sociale. Moi, je vous ai parlé d'une caractéristique sociale, le niveau de pauvreté d'une commune. Et vous me répondez. Vous avez remplacé les ouvriers par les immigrés. On est pile dedans. Et vous vous habillez sur le côté social, mais vous avez remplacé les ouvriers par les immigrés. Vous avez une vision, qui est totalement fantasmée de ce qu'est la classe ouvrière aujourd'hui. Vous savez, j'entendais tout à l'heure avant moi un auditeur, et j'étais très choqué d'ailleurs de ce qu'il vous a dit sur le fait que les immigrés, les étrangers, ils travaillaient pas. Mais monsieur, levez-vous à 5h du matin, allez prendre le métro. Venez à l'entrée de cette salle et de ce studio. Regardez qui sont les gens qui font la sécurité. Regardez qui sont les gens qui sont dans le métro à 5h du matin. Il y a une personne sur 5, un emploi sur 5. Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Il y a un emploi sur 5 en Ile-de-France qui est occupé par un travailleur immigré. D'accord? Donc la classe ouvrière aujourd'hui, elle est
bigarrée, elle est diverse. Et elle est composée de plein de gens qui viennent d'un peu partout. Ça, c'est la classe ouvrière aujourd'hui. Est-ce qu'on peut Et admettre vous, une vous essayez statistique d'introduire une grille de lecture identitaire qui n'a jamais été dans mes mots. En fait, moi, je m'adresse aux personnes qui sont le plus dans la galère, Non, mais le ce que plus je dans veux la dire, Parlez c'est de que- société quelle que soit leur origine, quand vous quelle que parlez soit de leur société origine, créole, et je leur dis, on mais se Madame rassemble Bompard, pour Madame remonter Bompard, le c'est pouvoir. pas vrai. Monsieur Quand Bompard. Jean-Luc Mélenchon, vous-même, vous parliez de société créole, vous Créolisé. créolisez, vous parlez c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il vient de dire Donc, bigarré, c'est vous la même mettez chose. de l'identité dans tout ça aussi. Mais je suis en train de vous dire, mais monsieur, il y a une personne sur 4 en France qui a un grand-père, Oui, mais un c'est grand-parent, pas ça le un sujet. grand-parent qui est Non, mais- issu de l'immigration. mais- Donc, de toute façon, cette créolisation, c'est un fait, c'est pas un projet politique. Elle est Mais là. il y a des La faits, vous question, c'est est-ce qu'on admettez, se d'autres rassemble ensemble? Est-ce qu'on essaye de réunir, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, toutes les personnes qui sont victimes de l'exploitation d'un système économique aujourd'hui, qui fait qu'il y a une petite minorité qui s'en met plein les poches sur le dos de tous les autres. Et tous ceux qui essayent, pardon, pourquoi le RN fait d'introduire, 10 millions tous ceux qui aujourd'hui essayent d'introduire une grille de lecture identitaire, en vérité, ils essayent de diviser le peuple pour protéger les intérêts des puissants. Exactement. Donc ceux qui tombent dans ce piège se c'est trompent. vrai. Ils font le jeu des puissants. C'est la Si vous vérité. voulez remettre en cause le Alors, pouvoir et justement. l'exploitation aujourd'hui, vous devez vous rassembler, quelle que soit votre couleur de peau, leur religion, votre origine. Puisque vous parlez des puissants, aujourd'hui, quand on regarde le monde des puissants, qui vous fait le plus peur, Trump ou Poutine? Bah moi, ma ligne, c'est ni Trump ni Poutine. Voilà. Non, mais- Les deux me Comme font nous, peur. Vous voulez il y a la envoyer filière deux ados. RN. Mais les deux me font peur. Enfin, écoutez, Donc, quelqu'un qui est élu démocratiquement et un dictateur. On mais est attendez. On me dit, Qui vous fait le plus les peur, Américains, je vous dis, les les deux. Américains sont historiquement les nos deux alliés. me font peur. Les deux me font peur de la même manière. Écoutez, on dit à juste titre, Monsieur Poutine est agressif vis-à-vis de ses voisins. C'est vrai, il a envahi l'Ukraine. Enfin, pardon, les États-Unis menacent le Canada, le Mexique et le Groenland. Oui, ils l'ont pas encore On envahi. nous dit, Monsieur Poutine mène des campagnes de déstabilisation en France sur les réseaux sociaux. C'est vrai, je le conteste pas, et il faut le dénoncer. Mais enfin, pardon, vous croyez que l'administration américaine ne mène pas des campagnes de déstabilisation avec Elon Musk, qui est le Donc, c'est la meilleur conseiller de Trump et qui détient les principaux réseaux sociaux en France. Donc les deux me font peur et moi je veux ni l'un ni l'autre. Et je veux pas la guerre, je veux la paix. Voilà, Comme donc je nous, veux pas ouais. être tombé dans la Bah course oui. des impérialistes et choisir entre l'un et l'autre. La France, elle doit être indépendante, elle doit être non alignée, elle doit garantir sa souveraineté. Ça, On c'est est la en train, ligne par exemple, de historique. supprimer des entreprises dans le domaine des satellites ou dans le domaine de la chimie, alors qu'on commence à C'est sauver faux. ses emplois et ses savoir-faire pour être vraiment indépendant. Une question concrète, parce qu'elle intéresse beaucoup ceux qui nous écoutent, notamment en voiture. Les zones à faible émission, les fameux Oui. ZFE, est-ce qu'il faut arrêter? C'est une machine à exclure les pauvres des Oui, centres-villes. moi m'y suis opposé à Marseille où je suis député et au niveau national, nous disons évidemment qu'il faut avoir des mesures pour réduire la pollution, mais il n'est pas possible d'introduire ce type de mesures tant qu'il n'y a pas des alternatives qui sont des alternatives sérieuses. Donc Je veux à dire, gauche, vous n'êtes pas d'accord sur ce mais sujet-là? écoutez, moi je suis dans une circonscription à Marseille dans lequel il y a un arrondissement, le 3e arrondissement de Marseille. On dit que c'est l'arrondissement le plus pauvre de France. Et généralement, ce qu'on dit, moi j'utilise pas toujours cette caractéristique. Il est inclus dans la ZFE. Il n'y a pas de transport en commun. Les gens, ils ont des vieilles voitures, mais ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas la changer. Les aides sont pas à la hauteur et ils peuvent pas aller au boulot autrement. Donc il faut quand même être un peu raisonnable. Merci Manuel Merci Bompard, à vous. coordinateur de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. Merci d'être passé par les